Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez davantage d'informations sur la mise en œuvre d'une croissance soutenable et donc sans plus attendre, c'est parti. Partons du principe que vous avez vu la vidéo précédente relative aux limites du modèle actuel de croissance et à la nécessité de mettre en place une logique de développement durable, tant pour des raisons écologiques que pour des raisons sociales et économiques. Dans cette vidéo, nous partions du principe toujours avéré que la croissance est l'augmentation du produit intérieur brut d'un pays, c'est-à-dire l'accroissement de la création de richesses par ses entreprises entre deux périodes données. Cette croissance étant un objectif politique finalement assez naturel dans une économie de marché où coexistent de nombreux acteurs cherchant à maximiser leurs profits et la satisfaction de leurs différents besoins, l'heure est donc venue d'aller plus loin dans le raisonnement en voyant comment mettre en place concrètement une logique de développement durable et donc de croissance soutenable. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d'analyser successivement les impératifs de coopération internationale entre les différents États, les moyens d'action concrets de la transition écologique et les nouvelles adaptations des modèles économiques pour tenir compte des impératifs du développement durable, de l'économie circulaire à l'économie sociale et solidaire. Bref, savoir comment, aujourd'hui et demain, il faut et faudra faire tourner l'économie. On veut savoir comment ça marche. Commençons par la nécessaire coopération internationale et pour ce faire, il faut revenir vers une définition vue en début de cours, celle de bien public. Comme on a eu l'occasion de le dire lorsqu'était abordé le rôle de l'État dans l'économie, il existe certains biens qualifiés de biens publics car étant créés, gérés et ou entretenus par l'État dans le cadre d'une correction des défaillances de marché. Pour rappel, on parle de biens publics purs lorsqu'un bien présente le caractère de non-rivalité et de non-exclusion. Non-rivalité car le fait qu'une personne l'utilise n'empêche pas une autre personne de l'utiliser simultanément, et non-exclusion car aucun citoyen ne se retrouve privé du droit d'utiliser le bien. On parle par ailleurs de biens publics impurs lorsqu'un bien public ne présente qu'une seule de ces deux caractéristiques. Si tout cela reste vrai, nos raisonnements dans les précédents chapitres s'arrêtaient aux frontières françaises, ou du moins aux frontières d'un seul État. Or, force est de constater qu'il existe aujourd'hui des biens publics répondant à ces critères, mais ce, au niveau mondial. En reprenant cette logique, on parlera donc de bien public mondial, dès lors que le bien considéré remplit les deux caractéristiques suivantes. D'une part, les bénéfices de ce bien doivent profiter à l'ensemble de la population mondiale et à l'ensemble des pays. D'autre part, ce bien doit permettre aux générations actuelles de répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs futurs besoins. Pour aller plus loin, il est possible de catégoriser les biens publics mondiaux. J'écoute. Non, c'est nous qui vous écoutons. On parlera ainsi de bien public mondial naturel, dès lors qu'il existe un rapport entre le bien en question et le fonctionnement de la nature. On peut par exemple citer les forêts, les océans, le climat ou encore l'eau potable, dont les bienfaits sont par essence indispensables à l'ensemble de l'humanité. On peut également citer les biens publics mondiaux d'origine humaine, issus de notre activité et dont l'utilisation a des répercussions positives à l'échelle planétaire. Nos connaissances technologiques ou scientifiques, par exemple, nos recherches médicales, ont ainsi vocation à être utilisées pour satisfaire les besoins de l'humanité entière et à avoir des répercussions sur le niveau de vie de tous les êtres humains. Enfin, on peut ajouter à cette liste de biens publics mondiaux les résultats politiques mondiaux, à savoir des idéaux ou des idées telles que la paix dans le monde, la santé publique ou le maintien du réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés, des valeurs du monde contemporain ayant vocation à souligner l'unité de l'humanité et les causes communes que chacun a intérêt à défendre, quelle que soit sa nationalité ou son idéologie. Il y a un message derrière tout ça. On le voit donc bien dans la mesure où tous ces biens et toutes ces valeurs ont un caractère par essence universel, une coopération internationale entre des États pourtant très différents s'avère indispensable. Au-delà des idées économiques, politiques ou stratégiques que chaque nation peut défendre, une entente entre les gouvernements doit impérativement conduire l'humanité à coopérer pour atteindre ses objectifs et préserver tous ces éléments dont il est aujourd'hui prouvé qu'ils sont indispensables à la survie de l'humanité. Si tout n'est pas encore parfait aujourd'hui, loin de là, nombreux sont les exemples concrets de coopération interétatique. On peut notamment citer les conférences mondiales sur le climat ou les sommets économiques comme le G7 ou le G20, qui traduisent du moins en apparence la mise en œuvre de cette entente supranationale sur la gestion des biens publics mondiaux. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher à mes côtés.
Autre thématique en lien avec certains biens publics mondiaux, celle de la transition écologique. Si sa nécessité n'est désormais plus à prouver, se pose la question de savoir comment la mettre en œuvre, comment la mener sans compromettre totalement les équilibres économiques sur lesquels repose aujourd'hui l'activité humaine. Notons que par transition écologique, on fait ici référence à une évolution de cette activité de nature à protéger l'environnement tout en remplissant les impératifs de nature socio-économique, comme la lutte contre la pauvreté ou l'alphabétisation, et ce dans le cadre d'une politique globale de développement durable. De cette définition, plusieurs enjeux fondamentaux se dégagent. Il est ainsi indispensable de mener une transition énergétique, laquelle a pour but de réduire la consommation de ressources énergétiques, de miser sur le renouvelable à des fins écologiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces différents impératifs visent donc également la lutte contre le réchauffement climatique et la réalisation de tous les enjeux socio-économiques importants. Concrètement, les États, que ce soit au niveau national ou dans le cadre de la coopération internationale précédemment citée, disposent de 3 moyens d'action essentiels pour parvenir à remplir ces objectifs. Tout d'abord, des outils réglementaires, c'est-à-dire légaux, visant à interdire ou encadrer le recours à certaines énergies polluantes, à mettre en place des normes de qualité et d'efficience. Ces normes doivent permettre aux États de réguler le marché mondial et de corriger ses défaillances, la logique du profit pouvant mener des entreprises à négliger ces enjeux pourtant cruciaux. Ensuite, des outils fiscaux peuvent être utilisés en complément pour financer la transition énergétique et, de nouveau, inciter les entreprises à modifier leur mode de production afin de prendre en compte les impératifs sociaux et environnementaux. Enfin, dans le même ordre d'idées, des incitations économiques et financières, sous forme de subventions par exemple, doivent également avoir pour effet de permettre aux États de recentrer l'activité productive de leurs entreprises vers des secteurs durables et d'avenir, tout en les éloignant progressivement des activités dangereuses pour l'environnement et des pratiques dont l'impact est négatif pour le développement de l'humanité. Concrètement, c'est donc par le droit et l'action des États que la transition écologique doit être instaurée et accélérée. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Dernier aspect, toujours dans cette logique de transformation du modèle économique et social, le développement de nouvelles formes d'activité économique. Le principal problème auquel fait face l'humanité étant aujourd'hui celui de la surconsommation des ressources, il est du rôle de l'économie de permettre la régulation de l'utilisation de ces ressources. C'est donc dans ce but que de nouveaux modèles économiques voient le jour et se développent aujourd'hui. On peut tout d'abord citer l'économie circulaire qui met l'accent sur la thématique du recyclage. En effet, en recyclant et donc en réutilisant les mêmes ressources dans plusieurs cycles de production, on réduit naturellement l'exploitation de nouvelles ressources, ce qui s'avère utile tant sur le plan économique que sur le plan écologique. En remplaçant le cycle fabriqué, consommé, jeté par le cycle fabriqué, consommé, recyclé, et en basant la production sur les nouvelles attentes des consommateurs, la gestion des déchets et les progrès réalisés en matière de production, l'économie circulaire se veut donc être une réponse adaptée aux impératifs de l'humanité. Dans ce même ordre d'idées, on notera que, bien aidés par le développement des nouvelles technologies, de nouveaux modes de consommation ont pu voir le jour. Tel est par exemple le cas de l'économie collaborative avec le partage des biens entre plusieurs ménages, comme dans le cas du covoiturage ou de la location de logements de courte durée entre particuliers. Idem avec le modèle de l'économie de l'usage, consistant à s'octroyer le droit d'utiliser un bien sans pour autant le posséder, ce que l'on constate avec les abonnements aux plateformes de films ou de musique en ligne, ou les vélos ou les voitures partagées. Il faut également souligner que de leur côté, les modes de production ont également évolué. Fabrication durable, éco-conception, économie de la fonctionnalité, lutte contre l'obsolescence programmée sont autant d'exemples d'adaptation des entreprises à l'évolution du marché et des enjeux pris en considération par les acteurs économiques. Enfin, la gestion des déchets est également amenée à poursuivre son développement et s'avère être un rouage essentiel de la consécration d'une nouvelle économie durable indispensable à la survie de l'humanité. Tout est réglé. Non, avec des pincettes aussi quand même. Pour être complet et conclure ce cours, il est enfin nécessaire de mettre un coup de projecteur sur l'économie sociale et solidaire. Il s'agit d'un secteur d'activité dont le poids est de plus en plus important dans l'économie globale et qui a pris conscience de la nécessité de faire primer les enjeux sociaux et sociétaux sur les simples enjeux économiques de la recherche permanente de la maximisation du profit.
Associations, sociétés coopératives et participatives, fondations, mutuelles ou entreprises sociales sont aujourd'hui autant d'acteurs qui contribuent à développer la société autrement que par la simple création de richesses, et ce, afin de répondre à la diversité d'enjeux à laquelle fait face notre société. De plus en plus d'emplois sont aujourd'hui créés par les acteurs de ce secteur et il faut espérer que ce développement économique permettra rapidement de remplir tous les objectifs indispensables à l'amélioration de l'humanité au cours du XXIe siècle. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter en guise de conclusion? Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette synthèse. Merci beaucoup pour votre attention. Attention que j'attire sur les quelques points suivants et notamment sur le fait que ceci n'est qu'une synthèse qui n'entre pas dans le détail de toutes les notions indispensables et que vous devez approfondir pour vos révisions. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et comme disait l'autre... Allez, à ciao, bonsoir.